Jean-Michel Arnaud, qui est l'auteur de la proposition. Vous avez 10 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, cher Alain, mes chers collègues, certains ont appelé le moment que nous vivons la fin de la guerre de 100 ans. D'autres considèrent que c'est le début de la guerre de Troie, mais qui va plutôt aller dans le bon sens. Ce que je crois surtout, c'est que nous assistons aujourd'hui, à travers l'inscription à l'ordre du jour de ce texte, à la conclusion d'un long chemin. Un combat mené par le Sénat depuis plus de 10 ans, largement alimenté par nos élus locaux, où qu'ils se situent dans le territoire national. Je l'ai porté dans mon département, les Hautes-Alpes, en tant que président de l'association des maires de mon département, mais aussi depuis 2020 en tant que sénateur. C'est également un cheminement parlementaire long. Plusieurs textes ont été déposés depuis une dizaine d'années afin d'obtenir la suppression de l'obligation de transfert. Je pense récemment à la proposition de Jean-Yves Roux, mon collègue des Alpes-de-Provence, ma première proposition en 2022 et aujourd'hui le texte qui va permettre un travail législatif pour, je l'espère, aboutir. Ce travail est également l'aboutissement d'un long engagement transpartisan. Je salue le travail à nos côtés, collectif, de Mathieu Darnaud, de Cécile Cukierman, de Jean-Yves Roux, de Marie-Pierre Monnier, de Bernard Delcros, de Stéphane Sautarel, d'Alain Marc, de Franck Ménonville, et j'en oublie probablement. Rapporteur avec Alain Marc, nous avons fait un travail aussi important de négociation avec les gouvernements successifs. Et la proposition qui vous est faite aujourd'hui est le fruit d'un compromis qui avait été amorcé sous le gouvernement de Gabriel Attal avec Christophe Béchu, même si nous avons, grâce à l'écoute, à la détermination et probablement à la capacité de réduction du déficit qui correspond à la personnalité de Michel Barnier, de compréhension entre l'État et les collectivités locales, nous sommes sur le point de pouvoir franchir une nouvelle étape de liberté locale. Je salue également, au-delà de la proposition faite par Monsieur le Premier ministre de réouvrir un champ de liberté locale, l'engagement également de la ministre Françoise Gatel, qui encore ces dernières heures faisait preuve d'écoute attentive à l'égard de chacune et chacun d'entre nous. Les mesures de compromis, puisqu'il s'agit bien d'un texte de compromis qui vous est aujourd'hui présenté et le rapporteur Alain Marc évidemment entrera dans le détail, se déclinent de la manière suivante. Nous avons d'abord une ligne qui est celle constante du Sénat, qui est d'obtenir la suppression de l'obligation de transfert au 1er janvier 2026 pour les communes encore titulaires de la compétence eau et assainissement, qui pourront donc les exercer seules si elles le souhaitent. Nous avons, et c'était un débat important, également pris un point d'équilibre avec le non-retour en arrière de l'exercice de la compétence si cette compétence eau et assainissement a été transférée au moment de la promulgation de l'actuelle loi en débat, si elles avaient été transférées précédemment à la communauté de communes. Nous avons également, et c'était un des acquis de la phase de négociation engagée avec le gouvernement et Christophe Béchu, nous avons également maintenu la possibilité de délégation des syndicats pour les communes encore compétentes, mais aussi si les communes transfèrent volontairement les compétences après l'arrêt en vigueur de la loi. Les comités de communes pourront donc subdéléguer à une commune ou un syndicat infracommunautaire, je préfère utiliser le mot de supracommunal, la dite compétence. Pour les communes qui sont aujourd'hui actuellement en subdélégation, il n'y aura pas de changement. Enfin, et je crois que c'était un point aussi important dans le dispositif, il ne s'agit pas à travers ce texte de revenir en arrière sur l'esprit de mutualisation et de coopération intercommunale sur des compétences stratégiques que sont l'eau et l'assainissement. Il s'agit plutôt de laisser les compromis émerger, les coopérations s'organiser en fonction de la réalité de terrain. Cela a été dit à plusieurs reprises, le cours d'eau, le point d'eau ne se limite pas au périmètre administratif
Il répond à des objectifs et à des conditions qui sont évidemment d'une autre nature, hydrographique, organisation du cours d'eau et bassin versant. Pour reprendre les propos de la ministre Françoise Gatel, l'égalité n'est pas l'uniformité. Et on ne gère pas évidemment les ressources en eau dans un territoire avec un régime fluvial ou de relief de montagne. On ne gère pas l'eau de la même manière sur l'Île-de-France qu'en Ille-et-Vilaine, dans les Landes ou dans les Hautes-Alpes. Il est clair que l'intercommunalisation forcée de ces compétences a montré ses limites dans un grand nombre de territoires et il est nécessaire dans ce cadre-là d'étendre une souplesse absolument nécessaire pour rendre efficace la gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est la raison pour laquelle il nous paraît d'autant plus important de mettre en place une gouvernance différenciée de l'eau que l'avenir et la ressource en eau, au vu des réchauffements climatiques, pourraient être de plus en plus rares ou de moins en moins organisées de manière à ce que la compétence telle qu'elle est exercée aujourd'hui puisse perdurer. Au-delà du texte que nous examinons, il est important d'intégrer le fait que, par exemple, puisque c'est un argument que j'ai souvent entendu, quand on regarde la carte des points noirs identifiés dans le cadre du plan d'eau gouvernemental, on a effectivement des situations d'urgence, des situations où la ressource est mal gérée, mal connectée. Mais je peux vous le dire ici avec force et avec le retour d'expérience de terrain, ce n'est pas lié au mode de gouvernance, c'est plutôt lié à la situation hydrographique du territoire. Et donc, nous avons des solutions opérationnelles avec des gouvernances communales. Nous avons également un certain nombre de situations qui peuvent être traitées de manière beaucoup plus efficace et efficiente dans le cadre d'une mutualisation. Et donc, nous laissons la main aux collectivités pour qu'elles s'organisent avec cet objectif de qualité. Objectif de qualité et de sécurité, d'optimisation de la ressource qui doit intégrer une phase de réflexion partagée. Cette phase de réflexion partagée, c'est également un point qu'il est nécessaire de souligner dans le cadre de cette proposition de loi. Elle peut se faire aussi de manière détendue, sans anathème, avec le principe qui est le principe de faire confiance aux élus locaux en les responsabilisant, parce que c'est évidemment le pendant de la liberté, la responsabilisation. Cette responsabilisation, elle doit être partagée. La proposition qui est faite également dans ce texte est de donner une mission un peu nouvelle, un peu originale, aux commissions départementales de coopération intercommunale pour que puisse se nouer un débat avec les élus, entre élus, pour discuter des situations locales. Ici, une commune, parce que ça existe aussi, nous ne le nions pas, qui, pour des raisons historiques, pour des raisons de sous-investissement durant des décennies, apparaît comme étant le mouton noir territorial dans le cadre de la coopération ou de la mutualisation recherchée. Évidemment, ce type de commune ne peut pas rester isolée. Elle doit être accompagnée, elle doit être encouragée, il doit être encouragé qu'elle puisse travailler en coopération avec ses voisins en fonction des moyens et de la disponibilité de la ressource. Ce débat doit se nourrir dans le cadre de la CDCI. Oui, il est possible aussi de créer de nouveaux syndicats intercommunaux à vocation unique. Là aussi, les périmètres doivent être discutés d'abord par les élus, avec les élus, pas contre les élus, avec une coordination, une impulsion préfectorale, pourquoi pas, mais sans oukase préfectorale, dans le cadre d'un débat apaisé et constructif. C'est la proposition qui est également formulée dans le cadre de cette PPL amendée et qui sera présentée plus en détail par notre rapporteur. Enfin, la question des moyens. Évidemment, elle peut être dissociée de la question de la gestion et de l'organisation de la compétence. Oui, nous avons devant nous un mur d'investissement. Oui, nous avons un certain nombre de communes qui se trouvent avec des taux de fuite insupportables quand la ressource se raréfie. Oui, nous devons envoyer ainsi nos agences de l'eau. Nous devons discuter également en termes d'ingénierie territoriale avec les agences de l'eau, mais aussi avec les agences départementales quand elles existent, avec également des supports techniques quand ils peuvent être mobilisés ou peuvent être créés, des intercommunalités. Tout ça doit se faire dans un esprit de co-construction. Enfin, l'intervention possible proposée dans le cadre de ce texte pour que les départements puissent intervenir également dans des syndicats mixtes permettra probablement, avec un acteur historique de la coopération intercommunale, des solutions territoriales dans le cadre notamment des territoires ruraux, qui est le conseil départemental, la possibilité également de les mettre dans la dynamique partenariale. En un mot, je crois pouvoir dire ici, en conclusion de cette intervention, que la proposition telle qu'elle vous est aujourd'hui proposée est une avancée d'abord dans les libertés locales. Elle est également un signe d'apaisement à l'égard des territoires qui n'ont pas compris qu'en 2017, au moment où se mettait en place la loi NOTRe, on est imposé sans évaluation préalable
sans capacité à se projeter sur les conséquences d'un transfert dur, sans discussion, des conséquences que cela avait. Eh bien, il s'agit à travers cette proposition parlementaire de pouvoir apaiser les territoires et de pouvoir garantir durablement des collectivités communales avec des compétences pour agir, une coopération intercommunale ou une mutualisation voulue et non pas subie, et une capacité à renouer un dialogue fructueux, constructif avec le gouvernement. Nous aurons d'autres rendez-vous après cette PPL, la question effectivement du ZAN, la question de la GEMAPI, mais en mettant un pied à l'étrier d'un travail collaboratif et de construction d'une confiance, je pense que nous pourrons traiter un certain nombre de difficultés à venir pour nos collectivités territoriales. Je vous remercie.